Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je suis ravi de vous parler d'un tout nouveau podcast qui risque de piquer votre curiosité et peut-être même de chambouler votre vision de la santé. Maman, j'ai rétréci mon microbiote. Derrière ce titre intriguant, une idée forte, le microbiote, cet écosystème invisible qui vit en nous, est en déclin. De génération en génération, il se rétrécit et cela pourrait bien être une des causes principales des maladies dites de civilisation. Mais pourquoi et surtout, que pouvons-nous y faire ? Ce podcast s'adresse à ceux qui veulent comprendre, approfondir et agir. Que vous soyez professionnel de soins, scientifique ou simplement passionné par la santé, vous y trouverez de quoi nourrir votre réflexion. Des experts reconnus se retrouveront autour de cette table pour discuter des liens fascinants entre le microbiote et la santé. Je suis Quentin Houlier, ingénieur spécialisé en nutrition, et je suis accompagné pour commencer de Patrick Houlier, docteur en pharmacie et membre de la fondation Catherine Kousmine, qui a écrit le livre « Maman, j'ai rétréci mon microbiote » à l'origine de ce podcast, et Claudia Vigier, health-practiqueur et naturopathe. Pour ce premier épisode, nous vous proposons de revivre les éléments étonnants de ce livre, les 1001 jours racontés par Bébé lui-même. Alors restez à l'écoute et plongez avec nous dans cet incroyable voyage au cœur de vous-même. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bon, Patrick, je m'adresse à toi tout de suite. Ce beau livre a un titre très intéressant. Maman, j'ai rétréci mon microbiote. Et je voulais savoir pourquoi ce titre. Un titre, c'est toujours difficile pour un livre. Ça doit représenter le livre, donc j'espère que c'est le cas. Déjà, on ne va pas trop parler du microbiote dans sa définition. C'est un ensemble de bactéries que nous hébergeons dans nos intestins. La notion importante, c'est la notion de symbiose que l'on connaît bien maintenant. Symbiose, ça veut dire ensemble pour la vie. Ça veut bien dire que ce microbiote, c'est vraiment quelque chose de très intime. Pour en parler, j'aime bien parler du mariage, en fait. C'est un vrai mariage que l'on a avec notre microbiote, mais ce n'est pas un mariage d'amour, évidemment, parce que les bactéries et l'amour, c'est pas tout à fait ça. C'est un mariage de raison. On a des intérêts communs. C'est un peu comme ces grandes familles. C'est un mariage qui vient de très, très loin, de temps très anciens. Donc on pourrait parler de l'évolution. C'est une association, un mariage qui vient... l'homme, c'est 300 000 ans, on va dire que ça peut être ça, même si ça vient d'avant. Et donc ce mariage est fondé vraiment... Nous, on fournit le gîte, le couvert, et en échange, le microbiote va assurer des fonctions fondamentales pour nous, vitales, concernant la digestion, l'immunité, le développement cérébral. Donc pendant un temps très long, il y a eu une coévolution de l'humain et du microbiote. Donc c'est d'abord des nomades, puis de la sédentarité, l'alimentation qu'on a cuite, puis après des groupes un peu plus gros. Voilà, toutes ces choses-là, ça s'est construit très 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 lentement entre l'humain et le microbiote. Cette coévolution, elle est très importante. Et soudainement, on va dire, avec l'industrialisation, il y en a plusieurs phases, mais peut-être il y a 50 ans, les choses ont beaucoup changé. On a eu une rupture très brusque de notre mode de vie dans les pays occidentaux avec la mondialisation, l'industrialisation, l'alimentation industrielle, le stress lié aux villes, tous les perturbateurs que l'on a de la pollution. Et donc, ça a créé une rupture dans cette coévolution. Et c'est un petit peu le mariage qui est en cause. Avant, on avait progressivement de génération en génération un héritage qui s'enrichissait avec le microbiote. Et soudainement, on a une rupture. Le microbiote s'appauvrit, et ce qui s'appauvrit aussi, c'est l'héritage, en quelque sorte. Donc, on transmet de générations. Là, c'est une période assez courte, sur 50 ans, donc 3-4 générations. On a transmis un microbiote dégradé et les conséquences, aujourd'hui, on les connaît. Elles sont liées à des maladies chroniques qu'on appelle de civilisation. On appelle ça aussi... alors, quand on parle de civilisation, il s'agit de civilisation occidentale. Donc, c'est des maladies des pays occidentaux et maintenant des pays occidentalisés. Donc, les pays comme la Chine, l'Inde, tous ces pays-là sont concernés maintenant par ces maladies chroniques.
Donc on est dans une phase de divorce, tout simplement. Donc j'ai choisi avec ce titre de parler à la fois du passage entre les générations, donc c'est la maman vers son bébé et c'est le bébé qui parle, donc ça c'était important, et du microbiote puisque c'est l'élément qui lie un petit peu toutes ces pathologies chroniques, d'où le titre. Voilà. D'accord. Et peux-tu nous donner la définition ou l'explication, qu'est-ce que c'est le microbiote? Et aussi, souvent, on dit que le microbiote est comme un organe supplémentaire pour le corps humain. Et pourquoi on utilise ce terme. Ouais. Alors, la notion d'organe supplémentaire, maintenant, elle est assez reconnue par tout le monde. C'est des notions qui se sont construites progressivement. Le microbiote, c'est une connaissance récente. C'est vraiment dans les années 2000 qu'on a commencé à bien comprendre le microbiote avec les méthodes génomiques, parce qu'avant, on travaillait sur les bactéries elles-mêmes, mais les résultats étaient tout à fait même faux, on peut dire. Et donc, pour expliquer pourquoi c'est un organe, on peut prendre cette fois l'exemple d'une usine, en fait. Nous, on est un humain et on va avoir besoin de bactéries pour travailler pour nous. Ces bactéries sont comme des ouvriers dans une usine. Et il y a deux choses qui sont importantes pour ce microbiote, c'est la quantité. Il faut qu'il y ait l'usine, elle travaille beaucoup, il y a beaucoup de travail, donc il faut beaucoup d'ouvriers. Donc le microbiote, c'est des milliards, 39 000 milliards de bactéries, on considère aujourd'hui, donc des milliards de bactéries. Et il faut aussi de la diversité, parce que dans cette usine, il y a différentes tâches à effectuer. Il va falloir des ouvriers, des techniciens, des cadres, des contrôleurs, etc. Donc il faut qu'on ait beaucoup de bactéries dans cette usine et des bactéries qui ont des compétences différentes. Donc nous, on rémunère ces ouvriers avec l'alimentation, on leur donne de quoi manger. Donc l'exemple le plus frappant là-dedans, c'est peut-être les fibres. On revient toujours à ce mécanisme-là. Les fibres, c'est des sucres complexes, les sucres complexes, et nous, on ne sait pas les métaboliser, ces sucres. On n'a pas les enzymes qu'il faut, on a juste une vingtaine d'enzymes qui permettent comme ça de digérer un petit peu d'amidon, mais c'est marginal. Et ces sucres, c'est le microbiote qui va se charger de les digérer. Donc, c'est une fermentation colique essentiellement au niveau du côlon. Et donc, il y a beaucoup de sucres différents. Ces fibres, elles sont de nature très différente. Il faut donc là aussi beaucoup de bactéries différentes qui vont être capables de s'occuper des sucres plus ou moins longs, plus ou moins étendus, plus ou moins ramifiés. Donc, il faut aussi beaucoup de bactéries différentes. C'est une question importante d'organes et aussi de gènes, parce que les gènes, nous ne les avons pas. Pour digérer des sucres, il faut des enzymes, il faut des protéines, il faut des gènes pour fabriquer ces enzymes. Et on n'a pas les gènes. On a l'humain à 23 000 gènes, c'est pas mal, mais voilà, ça ne suffit pas pour la digestion des sucres complexes. Pour ces sucres-là, le microbiote a des milliers d'enzymes différentes et des gènes. L'apport génétique du microbiote, c'est 600 000 gènes. Donc 600 000 gènes par rapport à 23 000. Donc c'est un énorme potentiel biologique, métabolique, le microbiote, donc il faut le prendre comme ça. Et ces deux fonctions, en fait, à la fois de métabolisation de substances qui nous sont complètement indispensables, on ne pourrait pas vivre sans la digestion des sucres complexes, et le fait qu'il y ait tout ce second génome, en fait qu'on peut dire que le microbiote est vraiment un organe. Une petite remarque par rapport à ça, parce que j'aime bien parler de l'évolution, ça correspond à une dépendance évolutive. Alors, le terme dépendance évolutive, il n'est pas si compliqué à comprendre. On peut traduire ça dans notre vie quotidienne. C'est la délocalisation, en fait. Dans les années 80, on a envoyé nos usines à l'extérieur, en Chine, en Inde, par exemple, pour les médicaments. Et nous, on est devenu une société de consommation et pas de production. Le microbiote, c'est un peu pareil. Au cours de l'évolution, on a délégué au microbiote cette fonction de digestion des sucres, par exemple. Et donc, maintenant, on est dépendant.
du microbiote pour la fourniture des métabolites qui vont résulter de cette fermentation. Donc c'est un petit peu la même chose et on connaît les problèmes que ça présente d'exporter la fabrication des médicaments. Ben là, c'est pareil. Si le microbiote devient moins efficace, moins fort, on est dépendant et on est soumis à des ruptures de stock, à des défauts de production, etc. D'accord. Alors, le microbiote est aussi considéré comme le second cerveau. Donc, cette connexion cerveau-intestin, comment elle joue sur le plan de notre santé mentale et aussi de notre comportement alimentaire? Alors, très bonne question. Oui, vaste sujet. On ne va pas trop rentrer dans le détail, mais c'est vrai que cet axe de communication entre le microbiote, on parlait avant intestin-cerveau, maintenant c'est microbiote, intestin-cerveau, à l'axe de communication. Il est multiple. Il y a plusieurs voies de communication. C'est important de les aborder au moins rapidement. Il y a un axe nerveux, un axe immunitaire, un axe métabolique et un axe hormonal, on va dire, endocrinien. Donc ces 4 voies de communication entre les intestins et le cerveau, elles s'associent, elles travaillent ensemble pour fournir essentiellement des informations au cerveau. La communication, elle est à 80% des intestins vers le cerveau. La communication nerveuse, par exemple, faut savoir que les intestins ont des neurones et aussi un système nerveux autonome. Système nerveux autonome, ça veut dire que on n'a pas besoin de penser pour que ça fonctionne. Donc c'est la respiration, c'est le cœur qui bat. On ne pense pas, tiens, il faut que je fasse battre mon cœur, ça se fait tout seul. Donc c'est vraiment un système nerveux autonome. Et il existe un système nerveux entérique, donc au sein des intestins. Et dans ce système, il y a aussi le nerf vague. Donc le nerf vague, qui est un nerf très connu, très long, c'est le pneumogastrique, le parasympathique. Ce nerf, il va du cerveau jusqu'à la majorité des organes et il fait remonter des informations et il en fait descendre aussi. Donc le microbiote est capable de donner des informations via des médiateurs, des cellules qu'on va classer comme ça, des neuroactifs, qui vont passer par le nerf vague pour remonter au cerveau. Les informations sont toujours essentiellement liées à l'inflammation, en fait. C'est le microbiote, par ce nerf vague, va dire attention, là, il y a de l'inflammation, quelque chose qui ne fonctionne pas. Et dans l'inverse, le cerveau pourra répondre à ces phénomènes d'inflammation. Donc une voie nerveuse via le nerf vague. La voie immunitaire, elle est aussi intéressante. On connaît les relations entre le microbiote et l'immunité. Le microbiote peut moduler la production de certaines molécules, des cellules de communication qui sont les cytokines. Donc cytokines, c'est cellules, et kin, c'est bouger, en fait. On connaît ce terme-là. Donc les cytokines, ça informe pour bouger. C'est des molécules qui donnent de l'information pour qu'il y ait derrière une réaction. Ces cytokines, elles sont très nombreuses et elles sont plus ou moins inflammatoires ou anti-inflammatoires. Elles sont dans l'immunité. Et donc, le microbiote va moduler ces cytokines qui vont remonter par la circulation sanguine jusqu'au cerveau et donner une information sur l'état inflammatoire de l'intestin. Donc, si la cytokine qui arrive au cerveau, elle est très pro-inflammatoire, le cerveau va dire il y a quelque chose qui ne va pas, et là aussi, il va faire redescendre une information pour corriger ça. Par contre, ça peut être une cytokine qui est tout à fait peu inflammatoire. Le cerveau dit bon, c'est OK, tout va bien. Donc ça, c'est la voie immunitaire. Il y a une voie hormonale. Alors là, elle est effectivement très importante si on veut parler alimentation. Donc la voie hormonale, ce sont des hormones qui sont produites soit par les cellules de l'intestin, soit par les cellules graisseuses. Donc il y a le GLP-1 dont on parle pas mal aujourd'hui parce qu'il est utilisé comme médicament dans l'obésité. Donc il y a deux phases. Celui-ci va d'abord, par voie réflexe, dès qu'on commence à manger ici, il va informer le cerveau en disant attention, on va manger. Donc le cerveau lui va dire
il va envoyer l'information au foie, au pancréas pour dire attention, préparez-vous, il y a l'alimentation qui arrive. Le microbiote, il s'est mis à table, là, il attend que ça arrive. Donc, on a dit, passer cette information, c'est un réflexe dit anticipateur de l'alimentation. Et ces hormones, elles vont aussi jouer sur la satiété, évidemment. Et quand on aura assez mangé, ça va informer le cerveau en disant ben voilà, c'est bon, on a assez mangé, t'arrêtes. Voilà. Et le cerveau dit ben, on n'a plus faim. Et les bactéries du microbiote jouent aussi un rôle sur l'extraction énergétique. Ça, c'est important, on en parlera peut-être. C'est-à-dire qu'en fonction des besoins et du repas, elles vont extraire plus ou moins d'énergie de l'alimentation. Elles vont jouer sur le rendement énergétique de l'alimentation. Donc tout ça, c'est le réseau hormonal. La dernière voie, c'est la voie métabolique. Et la voie métabolique, c'est le microbiote qui, par exemple, comme on a parlé des fibres tout à l'heure, en fermentant les fibres, va libérer des métabolites. Donc ce sont des molécules résultant du métabolisme, les métabolites, notamment les fameux acides gras à chaîne courte que tout le monde connaît, notamment le butyrate, qui a une fonction anti-inflammatoire au niveau de l'intestin, qui va aussi nourrir d'un point de vue énergétique les cellules de l'intestin. Et cette molécule est aussi un messager cellulaire qui va remonter par la circulation jusqu'au cerveau, où là aussi, elle va avoir une information anti-inflammatoire. Donc le butyrate, dans ce mécanisme-là, est fondamental pour le fœtus, par exemple, pour tout ce qui va être construction du cerveau, c'est vraiment important. Donc là, c'est le butyrate de la maman qui va passer. Il est important pour le jeune enfant, pour l'acquisition, la mémorisation, la structuration, l'influx nerveux, les connexions synaptiques, tout ça. Il va être aussi très important pour l'adolescent. On sait que c'est une période où il y a des changements hormonaux importants. Donc là, le butyrate va aider à la résilience et à tout ce passage dangereux. Et puis chez les adultes, c'est vraiment la résilience. Donc on a ces 4 voies qui travaillent ensemble. À ce sujet-là, alors il y a un point important, puisqu'on parle beaucoup d'inflammation. Ce qu'il faut savoir, c'est que toute inflammation digestive va correspondre à une inflammation au niveau du cerveau. Donc, comme on peut dire classiquement, l'intestin poreux, c'est cerveau poreux aussi. Donc, dans toutes les maladies psychologiques, dépression, voire les maladies neurodégénératives, si on a une inflammation de l'intestin, il y aura aussi une inflammation au niveau cérébral. Le dernier point, c'est ce qu'on appelle, alors c'est un mot un peu, mais ça se comprend très bien, c'est une boucle. C'est une boucle de rétroaction pathologique. C'est-à-dire que le message qui va passer au cerveau, au bout d'un moment, si ça devient chronique, qu'on passe des informations erronées au cerveau, le cerveau va lui aussi passer des informations erronées vers l'intestin. Donc c'est une boucle qui se fait comme ça et qui est évidemment extrêmement néfaste. Voilà toute l'importance très vite de cet axe microbiote intestin-cerveau. D'accord. Et alors, on comprend mieux pourquoi il faut une grande diversité aussi de bactéries et d'autres substances aussi dans l'intestin. Et comment on peut évaluer et connaître et évaluer cette diversité ou cette perte de diversité, en fait. Surtout la perte, oui. Oui, alors évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme le microbiote, c'est des connaissances nouvelles, des années 2000 et encore, on cherche encore aujourd'hui. Évidemment, le microbiote des années 70, 1970, on ne le connaît pas, en fait, pour être clair. Et donc, pour retrouver ça, on s'est intéressé aux populations traditionnelles. Donc, il y a les Hadza de Tanzanie, ce sont des populations qui sont isolées du monde occidental. Les Papous de Nouvelle-Guinée également, d'Océanie. Donc ça, ce sont des peuples qui sont restés isolés, mais depuis des 3000 ans, je crois, pour les Papous, de la civilisation. Donc ils ont gardé leur propre microbiote traditionnel. Ce sont des gens qui n'ont pas les conditions d'hygiène que l'on a, évidemment qui n'ont pas les médications, qui n'ont pas la pollution. Donc quand on regarde très rapidement le microbiote de ces personnes, il y a beaucoup plus de bactéries.
Donc nous, on estime qu'on est autour de 160, 200 en termes d'espèces différentes au sein de notre microbiote. Eux, on est autour de 400 plutôt. Donc ils ont beaucoup de bactéries et une grande diversité de bactéries en quantité et en diversité. Pour la quantité, c'est comme ça qu'on a évalué qu'on avait perdu à peu près 50% de notre diversité en étudiant ces peuples-là. On peut faire une petite remarque rapidement sur la spécificité, parce que c'est quelque chose dont que j'ai souvent défendu. Donc chacun de nous ici, on a un microbiote différent. On dit, voilà, on a un microbiote spécifique, c'est le nôtre, c'est pas celui du voisin. Si on prend les 5 personnes ici, on va avoir très peu de bactéries communes. Et cette notion de spécificité, elle est utilisée beaucoup. Et en fait, elle ne fait que représenter notre mode de vie assez individualisé en quelque sorte. C'est-à-dire que nous, on est ici, on est à tous à une certaine distance et on échange très peu de microbes les uns avec les autres. On va éventuellement se serrer la main, après on va mettre du gel, si on a pris le métro, etc. Donc on échange peu de bactéries. Et quand on regarde les peuples traditionnels, eux, ils vivent ensemble, ils vivent en groupe, ils mangent ensemble, ils sont toujours... ils sont les groupes à côté. Et donc, eux, ils n'ont pas du tout une spécificité spécialement de leur microbiote. Ils ont à peu près tous le même microbiote, pas tout à fait, mais à peu près tous le même microbiote. Et donc, cette spécificité, elle n'est que le reflet, en fait, de notre mode de vie. Elle n'est pas particulièrement pertinente. Ce qui est important, c'est que nous ayons tous des bactéries qui assurent les fonctions qui nous sont vitales. À savoir si moi j'ai une bactérie 1, une bactérie 2, une bactérie 3, on s'en fiche si ce n'est pas la même bactérie. Le tout, c'est que cette bactérie, elle ait les fonctions, par exemple, comme la digestion des fibres. Donc, pour la bactériologie, c'est intéressant pour les chercheurs et même pour les prédictions de pathologie, mais pour nous, ce n'est pas forcément pertinent et très important. On a travaillé aussi juste sur des migrations, par exemple de Thaïlandais qui vivaient dans des villages en Thaïlande, donc qui avaient une alimentation traditionnelle thaïlandaise et qui migraient aux États-Unis. On se rend compte que ceux qui migrent très rapidement ont une modification de leur microbiote liée à l'environnement et puis au comportemental. Les Thaïlandais qui ont migré il y a 50 ans, ils sont restés, on voit bien quand on va aux États-Unis, il y a les quartiers, le quartier chinois, le quartier italien, etc. Donc, il y a les Thaïlandais, ils sont restés un petit peu dans l'environnement. Donc, eux, leur microbiote a changé, mais pas trop. Par contre, les enfants de ces immigrés qui sont arrivés il y a 50 ans, eux, leur microbiote, il est quasiment comme ceux des Américains. Donc, on sait qu'on a perdu, du fait de la mondialisation dans nos pays occidentaux, beaucoup de la diversité de notre microbiote. D'accord. Tu as déjà répondu en partie à cette prochaine question. Pourquoi cet équilibre et cette diversité sont-ils très importants ou si importants? Alors, on peut parler de l'équilibre. Moi, j'aime bien parler de l'équilibre parce qu'on a tendance à considérer l'équilibre, on est en équilibre. Et le microbiote, quand on veut comprendre comment est équilibré un microbiote, il faut se prendre l'image d'un funambule, par exemple. Les funambules de l'extrême, vous voyez, vous l'avez, il est entre 2 immeubles ou entre 2 montagnes. Vous êtes en bas, vous voyez, le gars, super, il est en équilibre. Mais si vous zoomez dessus, le gars, il est comme ça. Il est sans arrêt en train de bouger, de se rééquilibrer, d'avancer, de reculer, voire même de tomber, etc. C'est ça l'équilibre du microbiote, c'est une sorte d'équilibre instable. Et en plus, on a beaucoup de bactéries, on a dit, différentes. Donc, il faut imaginer que sur ce fil, il y a 150 funambules qui sont les uns derrière les autres. Donc, c'est très compliqué. En plus, on n'a pas parlé des virus. Il y a des virus qui sont des phages essentiellement, donc des bactériophages qui s'attaquent aux bactéries. Il y a les archéas qui sont des cousines des bactéries. Il y a des protistes, des unicellulaires, des champignons, des levures, etc. Donc tout ça est sur ce fil en équilibre comme ça.
Et en plus, vous avez des pathogènes qui viennent perturber tout ça, genre des oiseaux qui passent, du vent, etc. Donc, l'équilibre du microbiote, c'est quelque chose qu'il faut toujours considérer comme instable. Hein, voilà. Comme l'équilibre acido-basique aussi. Comme l'équilibre acido-basique. En plus, on mange 3 fois par jour, donc on modifie tout ça. Donc, c'est un équilibre. On parle souvent on utilise le terme eubiose qui est l'équilibre ou normobiose qui est l'équilibre. En fait, tout ça, c'est l'absence de déséquilibre profond qui est la dysbiose. On est en équilibre tant qu'on n'est pas en dysbiose, on va dire. D'accord. OK. Et alors, pourquoi cet équilibre et cette diversité sont en chute libre, hein, on peut presque dire, rétrécie? On en a parlé. Donc, c'est le mode de vie occidental. Donc, on va avoir la pollution. Donc, on sait que tous les polluants agissent sur le microbiote, comme les particules fines quand on est à Paris. Il y a la pollution aussi liée aux phytosanitaires, par exemple, le glyphosate. Et puis, le plus gros, c'est quand même l'alimentation, évidemment. Dans les années 70, il y a eu une grosse histoire démographique. Il a fallu nourrir toute la population. Et donc, les industriels se sont dit, on va s'occuper de ça. Et donc, ils ont fait de l'alimentation industrielle avec 2 objectifs principaux. Un, c'était d'être sûr en termes de sécurité. C'est-à-dire qu'il fallait que ces produits puissent être faciles à utiliser, se conserver longtemps et ne pas apporter de bactéries pathogènes, de toxines-infections, etc. Et le deuxième, c'était d'être calorique pour apporter aux gens de l'énergie. Donc, dans ce contexte-là, ils ont réussi, il n'y a pas de problème, sauf que cette alimentation industrielle, elle apporte des calories vides, c'est-à-dire des calories et puis sans valeur nutritionnelle à côté. Surtout à l'époque, c'était des calories, mais les fibres, on n'en parlait pas, vitamines, minéraux, on n'en parle pas. Et donc, ce type d'alimentation est très mauvaise progressivement pour le microbiote parce qu'elle va favoriser, par exemple, la prolifération de bactéries qui aiment les calories. Il y a certaines de nos bactéries. Tout à l'heure, on a parlé de la régulation énergétique. Il y a des bactéries qui adorent les calories. Et donc, si on leur en donne, elles sont très, très contentes. Mais elles vont prendre le dessus. Et on n'aura pas tout ce dont on a parlé tout à l'heure, la production des métabolites comme le butyrate. Et puis, on aura un défaut dans la connexion avec le cerveau, par exemple. Donc, ça, ce sont des choses importantes. Donc, l'alimentation, ça, c'est vraiment le pire. La pollution, on en a parlé. Le stress, on est dans un monde aussi où on stresse beaucoup. Les perturbateurs endocriniens, tout ce qui va avec l'industrialisation, la mondialisation et les pays occidentalisés. Et alors les conséquences sur notre... Les conséquences, donc on les connaît. Donc c'est les maladies chroniques. Donc les maladies chroniques, on peut en citer quelques-unes. Donc l'obésité, les maladies cardiovasculaires, on a tout ce qui va être immunité. Ça c'est important parce qu'on a moins de microbiote. Donc les maladies auto-immunes sont en forte croissance. Les cancers, on a la dépression. Pour moi, c'est peut-être le plus important aujourd'hui. C'est tout ce qui est dépression. Il y a des phénomènes comportementaux aujourd'hui qui amplifient ça. L'isolement, la sédentarité, le téléphone, le cannabis, toutes ces choses-là chez les jeunes forment un ensemble qui est tout à fait négatif. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces maladies chroniques, donc elles viennent de 2 ou 3 générations en arrière, et notamment pour l'obésité, c'est très important aujourd'hui de ne pas culpabiliser. Alors, ni les mères, ni les personnes obèses, c'est une maladie. C'est des maladies plurifactorielles qui sont liées au microbiote, on en parle aujourd'hui, mais également à la pollution, des facteurs génétiques, des facteurs environnementaux, comportementaux, sociaux, etc. Donc ces maladies doivent être considérées comme vraiment des maladies chroniques qu'on ne guérit pas, qu'on va soigner et accompagner. Le podcast était trop riche pour un seul épisode, nous avons donc coupé notre discussion en 2. Dans cette deuxième partie, nous plongerons au cœur des 1001 premiers jours de la vie.
Microbiote, épigénétique, transmission intergénérationnelle, découvrez comment nos choix, avant même la naissance, influencent notre bien-être. Ne manquez pas cette suite captivante. Abonnez-vous à notre chaîne Maman, j'ai rétréci mon microbiote sur YouTube ou sur vos plateformes de podcast préférées. À bientôt!